Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du prêt à taux zéro. Le nouveau prêt à taux zéro. Bah oui, normal, il est en vigueur depuis quelques jours. Alors il y a des nouveautés, il y a aussi une continuité. Le prêt à taux zéro, il existe aujourd'hui depuis quand même pas mal de temps. Les banques, elles avaient anticipé les nouvelles dispositions, donc déjà depuis plusieurs semaines, elles prenaient en compte des dossiers avec des dispositions qui figuraient dans le nouveau prêt à taux zéro. Je pense en particulier au financement de la maison individuelle. Donc dans ce prêt à taux zéro, comme je viens de l'indiquer, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est même les bonnes nouvelles qui dominent, la possibilité de financer sa maison individuelle, la meilleure couverture du prêt en termes de territoire. Mais attention, le diable se cache parfois, peut-être, c'est même certain, dans un certain nombre de détails. Alors est-ce que le nouveau PTZ, il est aussi universel qu'on nous le présente ? Eh ben, je crois pas. Et il va falloir regarder un petit peu plus ces fameux détails. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va essayer de décrypter ce nouveau prêt à taux zéro et voir qu'il est peut-être pas, il est bien, attention, on va pas cracher dans la soupe, mais il est peut-être pas aussi génial que ça en fin de compte. Avant de démarrer cet épisode, le prochain, justement, on restera dans cette actualité. Je vais recevoir Claudia Jambas, qui est courtier en prêt immobilier, parce que l'actualité, elle est très riche. On voit que il y a certaines banques là, fin mars, qui viennent de augmenter les taux des prêts immobiliers. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est quelque chose de durable, une tendance durable? Eh ben, on regardera ça avec Claudia, mais cette fois dans le prochain épisode. Donc, il va falloir patienter un tout petit peu, quelques jours seulement. Pour l'heure, c'est le prêt à taux zéro qui nous intéresse. Passion Immo, épisode 112. C'est parti. Prêt à taux zéro, on a envie de dire que c'est le 1200e épisode concernant le prêt à taux zéro. Bon, le prêt à taux zéro, il date maintenant. Il a été présenté et mis en place pour la première fois en 1995. Il y a donc 30 ans. Voilà, il a évolué depuis, il y a eu des changements, parfois à la marge, parfois des changements un peu plus importants. À un moment donné, il a failli disparaître, puis finalement, il est revenu. Puis ces derniers mois, il y a eu tous ces aléas concernant le vote de la nouvelle loi de finances qui n'a pas pu être votée dans un premier temps. Passé à la trappe encore une fois, avec des dispositions qui avaient été prévues. Et la nouvelle loi de finances pour 2025, elle est apparue ces dernières semaines, en fait, ces toutes dernières semaines, puisque je rappelle qu'elle n'a été votée définitivement qu'au mois de février, ce qui est exceptionnel. C'est ce qui explique ce décalage, parce que dans une logique habituelle, un nouveau dispositif de ce type aurait été mis en place pour le 1er janvier. Là, on a décalé. C'est seulement au 1er avril, donc depuis quelques jours seulement, que ce nouveau prêt à taux zéro est en vigueur de manière officielle. Comme je le disais en introduction, ça n'a pas empêché des banques déjà depuis 2 mois quasiment, concernant des dossiers qui se rapprochaient des nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er avril, des banques ont dit, allez, on commence à étudier les choses, c'est pas un souci. Donc il y avait eu une anticipation assez ferme opérée ces 2 derniers mois. Alors, ce nouveau prêt à taux zéro, si on fait le tour du dispositif, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit toujours de financer la résidence principale, toujours. On est sur un dispositif, mais ça, depuis le départ, on finance l'habitation principale. Pour autant, je terminerai cet épisode en faisant un focus sur un point un petit peu particulier qui pourra intéresser certains d'entre vous. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je finance mon habitation principale grâce à un prêt à taux zéro et que, par exemple, au bout de 2-3 ans, pour des raisons diverses, je décide de mettre en location ce bien, et à ce moment-là, ce bien ne sera plus mon habitation principale. On en parle tout à la fin. C'est un point, à mon avis, qui est extrêmement important quand on envisage de financer un bien par l'intermédiaire du prêt à taux zéro.
Premier élément à prendre en compte, un prêt à taux zéro, ça finance jamais la totalité d'un bien immobilier. Ça n'en finance qu'une partie. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Financement global, et là je ne veux pas trop rentrer dans ce détail, il va dépendre d'un certain nombre de critères, notamment des critères concernant le revenu. Donc tout ça va être très lié au revenu, au foyer fiscal qui compose l'acquéreur. Et là, honnêtement, pour ce genre de choses, si on veut affiner de manière extrêmement précise, est-ce que je suis éligible au prêt à taux zéro, de combien puis-je bénéficier, etc. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un courtier ou avec son banquier. Il n'y a que eux qui peuvent véritablement vous répondre. Et là encore, sur un sujet comme celui-là, comme sur d'autres, méfiez-vous des commentaires à l'emporte-pièce, des réponses toutes faites. Là, on est sur un dossier, un prêt à taux zéro, je dis pas que c'est une usine à gaz, mais ça s'y rapproche quand même assez. Et pour moi, il n'y a qu'un spécialiste qui peut vous dire avec beaucoup de précision ce à quoi vous êtes éligible ou ce à quoi vous n'êtes pas éligible concernant le prêt à taux zéro. Et vous perdrez beaucoup moins de temps en allant toquer à la porte d'un professionnel, votre banque ou votre courtier, pour avoir des réponses extrêmement précises. Le prêt à taux zéro, il sert à financer en priorité le logement neuf, même si on verra qu'il y a évidemment d'autres possibilités. Ça peut être un appartement en habitat collectif, mais aussi en maison individuelle. Et ça, c'est la grande surprise de ce nouveau prêt à taux zéro. On avait viré la maison individuelle de ce financement. Bon, il est revenu. Alors, il est revenu pour deux raisons principalement. C'est que, on a vu ces 2 dernières années une chute absolument vertigineuse des permis de construire délivrés pour de la maison individuelle. Et puis, conséquence de ça, les constructeurs ont quand même beaucoup appelé le gouvernement à revenir sur la décision qui avait été prise initialement d'arrêter le financement de la maison individuelle. Donc on revient dessus, mais c'est là où le diable se cache dans certains détails. C'est pas aussi parfait qu'on imagine en matière de financement. Donc en fait, il s'agit d'ouvrir un petit peu plus le prêt à taux zéro. Autre changement, c'est l'éligibilité sur l'ensemble du territoire. Alors, il faut savoir que depuis déjà longtemps, on a un territoire national qui est découpé en zones. On appelle ça les zones tendues, les zones A bis et B1. Et ces zones, auparavant, on n'était pas éligible partout. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de casse-tête quand on voulait établir un plan de financement et qu'on voulait y inclure un prêt à taux zéro. On était obligé de regarder commune par commune si j'allais être éligible. Dans certaines communes, on l'était, dans d'autres, on ne l'était pas. Bon, c'était un peu compliqué, il faut reconnaître, mais ça partait d'une logique qui était une logique extrêmement louable. C'est-à-dire, on partait du principe que, après tout, on voulait favoriser l'acquisition à la propriété dans un certain nombre de zones plutôt que dans d'autres. Bon, donc c'est une forme de discrimination territoriale qui avait sa justification. Bon, ça c'est fini, puisque désormais, on peut bénéficier du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a plus de distinction de zonage. Donc, on a une généralisation là qui est plutôt intéressante. On va soutenir l'accession à la propriété dans toutes les régions, dans toutes les communes, ceci sans exclusive. Donc, ça va éviter cette réflexion qu'on pouvait avoir par le passé. Même si là encore, il y a quand même un petit bémol sur lequel je vais revenir. Le PTZ, on a une lisibilité, une visibilité plutôt. Il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Alors ça c'est bien parce que visibilité à moyen terme comme ça, on sait qu'il va pas s'arrêter à la fin de l'année 2025. On est parti sur 3 ans. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas focalisé sur une acquisition dans les mois qui viennent. On peut se donner un petit peu de temps pour cette réflexion. Les conditions d'éligibilité. Alors, il y a un certain nombre de critères. Les critères, je vais pas tous les donner non plus parce que
J'ai voulu construire un épisode qui est assez court, qui est assez synthétique pour informer le mieux possible, le plus efficacement sur ce prêt à taux zéro. Donc, on a le classique, la classique condition d'éligibilité. L'emprunteur, il ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années qui précèdent l'émission de l'offre de prêt. Donc, c'est ce qu'on dit quand on annonce qu'on va privilégier les primo-accédants concernant le PTZ. Bon, c'est le cas. Mais attention, primo-accédant ne signifie pas ici qu'il ne faut jamais avoir été propriétaire de sa résidence principale. C'est tout simplement qu'il doit s'écouler un éventuel laps de temps, ici en l'occurrence 2 ans, entre 2 moments où j'ai été propriétaire de ma résidence principale. Bon, donc ça c'est une condition ici qui est tout à fait normale et qui est présente dans le PTZ depuis l'origine. Pour autant, il faut quand même signaler qu'il y a des exceptions à ça, c'est-à-dire qu'on peut quand même acheter dans le cadre du PTZ, même si j'ai été propriétaire de mon habitation principale ces 2 dernières années. C'est notamment le cas pour les titulaires d'une carte d'invalidité, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, et il y a aussi un cas, voilà, qui est beaucoup plus récent. C'est quand vous avez une zone qui a rendu votre habitation principale inhabitable suite à une catastrophe naturelle. Voilà. Donc là encore, vous voyez alors évidemment c'est des niches, hein, c'est des exceptions qui concernent pas tout le monde, mais ça peut être intéressant quand même de regarder. Le PTZ, on a là encore un plafond de ressources, il a toujours fonctionné de cette manière. On part du principe qu'on veut favoriser quand même une catégorie de la population. Le PTZ, il a toujours été fait dans l'idée, on veut favoriser les primo-accédants, les plus jeunes, même s'il n'y a pas de condition d'âge, hein, attention quand je dis ça. Donc il y a des plafonds qui vont concerner qui vont se calculer en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique du logement. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de déterminer comme ça de manière absolue qui y a droit. Je vais donner un exemple en zone A. Pour prendre un exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Le plafond pour une personne seule, c'est 49 000 € de revenus annuels. C'est 28 500 € en zone C. Voilà. Donc vous voyez, il peut y avoir quand même des écarts assez importants. Et donc, conseil tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, si on veut affiner, si on veut savoir exactement où on en est, il est préférable de faire appel à un professionnel qui vous fait une simulation, notamment qui vous fera une simulation de votre plan de financement. Parce que ce qui rend complexe, quelque part, l'approche du financement grâce au prêt à taux zéro, c'est que comme le prêt à taux zéro ne peut pas financer la totalité de l'acquisition, on va avoir un plan de financement dans lequel, en général, on va avoir un apport personnel, un prêt à taux zéro, un prêt classique, parfois des prêts de type employeur, etc. Donc, le plan de financement ici peut s'avérer particulièrement complexe. Ça va être une pluralité de prêts qui vont s'ajouter les uns aux autres et qui vont composer l'ensemble du financement. Pour une approche de ce type, là, désolé, il n'y a qu'un professionnel qui peut vous orienter efficacement à ce sujet. Alors là, on va arriver aux choses qui fâchent. Dans l'introduction, je vous ai dit, oui, mais attention, parfois le diable se cache dans le détail. Alors, premier détail dans lequel le diable s'est caché, c'est sur le financement de la maison individuelle. Dans un premier temps, on se dit, chouette, maintenant, le prêt à taux zéro va pouvoir financer de la maison individuelle. Oui, mais sauf que un prêt à taux zéro ne peut pas financer la totalité d'une opération. Alors, par exemple, dans le cas d'un appartement neuf, on a une quotité qui varie entre 20 et 50%. Voilà. Alors là encore, en fonction d'un certain nombre de critères. 20 à 50%, ça veut dire que, vous voyez, dans mon plan de financement, mon prêt à taux zéro pourra représenter une part comprise entre 20 et 50% du financement total, mais pas plus de 50% dans tous les cas. Concernant la maison individuelle, la maison individuelle, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que si j'utilise un prêt à taux zéro pour financer une maison individuelle, cette quotité
cette part cette part que va représenter le prêt à taux zéro dans le financement global ne pourra représenter que 10 à 30% du montant total de l'opération. Alors là, ça change un peu les choses quand même. En fait, on a voulu réintroduire la maison individuelle, mais comme on est un peu gêné, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics, ils sont un petit peu gênés par la maison individuelle, parce que d'un côté, ils prônent un aménagement du territoire différent, avec un étalement urbain beaucoup moins prononcé qu'il ne l'était par le passé. Donc, cet objectif est un peu contradictoire avec la construction de maisons individuelles. Alors là, l'État a voulu un petit peu partager les choses. D'un côté, il a réintroduit la maison individuelle dans le prêt à taux zéro, mais il l'a pas fait complètement en limitant quand même ce que le prêt à taux zéro pourra financer dans l'acquisition d'une maison individuelle. Ça, c'est le premier petit accroc quand même dans une présentation qu'on pourrait faire trop idyllique de ce nouveau prêt à taux zéro. Donc, si vous êtes dans cette situation, de vous poser la question, est-ce que je vais financer, grâce à un prêt à taux zéro, la construction de ma maison individuelle? Oui, mais gros bémol, la part du prêt à taux zéro pourra être extrêmement faible, puisque dans certaines situations, elle ne pourra pas représenter plus de 10% du montant total de l'opération. Et j'en arrive au deuxième diablotin qui s'est caché dans un autre détail, c'est pour l'achat dans l'ancien. Le prêt à taux zéro peut aider au financement dans l'ancien, mais à condition de réaliser des travaux. Ça, c'est pas nouveau. Le critère, il est le suivant. Il faut que les travaux que je vais réaliser représentent au moins 25% du total de l'opération. Donc 25% du coût total de l'opération. C'est pas mal. Ça veut dire que je viens pas quand même ici avec 2-3 travaux qui visent à refaire le papier peint, la peinture et puis l'évier de la cuisine. Ça sera pas suffisant. Faut envisager quand même des travaux d'une relative ampleur. Ça, c'est un premier élément. Mais là où on a quelque chose qui s'est un petit peu caché dans les conditions, mais qui est pourtant très présent, c'est que autant tout à l'heure je vous ai dit le prêt à taux zéro, il est maintenant présent sur l'ensemble du territoire, oui, mais sauf si je fais un achat dans l'ancien. Et ça, je pense qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. Notamment, je ne peux financer un bien immobilier dans l'ancien avec travaux grâce au prêt à taux zéro que si je suis en zone B2 ou C exclusivement. Donc, il ne s'agit pas d'acheter dans l'ancien sur l'ensemble du territoire. On voit bien, donc, en conclusion, que ce prêt à taux zéro, il est plus intéressant. Je renie pas évidemment la manière dont il a été présenté. Déjà, il est revenu. Alors, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Quand même, il est revenu. Des conditions d'éligibilité beaucoup plus intéressantes qui fait que potentiellement il y a davantage de personnes en 2025 qui peuvent prétendre à ce prêt à taux zéro que c'était le cas encore il y a un an, donc plutôt une bonne nouvelle. Cette universalité sur l'ensemble du territoire, voilà, mais qui est contrebalancée par le fait que dans l'ancien, ça ne concerne pas l'ensemble du territoire, puis surtout le gros bémol sur la maison individuelle, puisqu'on pourra financer une part relativement faible grâce au prêt à taux zéro quand je veux construire cette fameuse maison individuelle. Dans l'introduction de l'épisode, je vous ai dit, je vais terminer sur un point particulier qui est parfois soit mal compris, soit qui peut poser problème. Quand j'achète dans le cadre d'un prêt à taux zéro, je le fais pour un usage d'habitation principale. Ça pose pas de problème dans la majorité des cas. Sauf que, peut-être qu'au bout de quelques années, de 3 ans, 4 ans, vous vous dites, bah oui, mais je veux déménager, je veux conserver ce bien, ou alors je n'ai plus les moyens de l'entretenir, peu importe, bon voilà, et je veux le louer, je veux le mettre en location. Est-ce que j'ai le droit? La réponse est non. Alors la réponse est non avec des nuances quand même. Mais c'est bien quand même de savoir exactement ce qui est possible de faire.
Premier principe assez strict, à partir du moment où je m'engage dans le cadre d'un prêt à taux zéro, je ne peux pas louer pendant les 6 premières années qui suivent l'obtention du prêt. Après, je peux, mais en tout cas, pendant les 6 premières années, je ne peux pas le faire. On pourrait dire, oui, bon, allez, c'est pas grave, si je le dis à personne, il n'y a pas mort d'homme. Bon, bah oui, peut-être, admettons. C'est quoi le risque? Alors, le risque est important. Le risque, c'est que si je ne respecte pas cette condition, mais il peut y en avoir d'autres, hein. Je les développe pas ici parce que voilà, je veux faire un épisode assez court. C'est par exemple, je me suis engagé à faire pour au moins 25% de travaux dans le logement, je les fais pas. Bon, là encore, je pourrais être sanctionné. Donc en fait, quand on regarde dans le détail, on voit que l'État, et c'est tout à fait logique, à partir du moment où il met à disposition quelque chose qui est quand même assez attractif en termes de financement pour celui qui va acheter son bien, en contrepartie, on va être assez strict sur un certain nombre de choses. Bon. Alors, donc, la sanction à laquelle je m'expose, c'est qu'on pourrait me demander le remboursement anticipé du capital restant dû dans le cadre du prêt à taux zéro. Remboursement anticipé immédiat de la totalité du capital du prêt à taux zéro si je ne respecte pas cette condition de ne pas mettre en location le bien dans les 6 ans, en tout cas pendant les 6 premières années. Alors maintenant, il y a une atténuation, enfin plutôt il y a des atténuations, parce qu'on a prévu un certain nombre d'exceptions qui vont me permettre, dans certains cas, à quand même louer le bien que j'ai acheté par l'intermédiaire du prêt à taux zéro à l'intérieur des 6 premières années. Donc, ce sont des conditions liées à des situations particulières. La première situation, la mobilité professionnelle. Je trouve un nouvel emploi, peu importe, que ce soit une démission, un licenciement ou quoi que ce soit, et je suis obligé d'aller travailler à au moins 50 km de mon habitation principale actuelle, ou un temps de transport important. Bon, à ce moment-là, j'ai le droit de mettre en location l'habitation principale qui a été acquise dans le cadre du PTZ, et ça sans sanction. Deuxième situation, divorce ou dissolution de Pacs. Oui, en général, souvent, on se sépare, ça a des incidents sur l'habitation principale qu'on va quitter, ou il y en a un des deux qui la reprend, etc. Bon, peu importe. À ce moment-là, je peux mettre, là encore, en location le bien de manière anticipée. Il y a l'invalidité ou l'incapacité. Bon, on le souhaite à personne, évidemment. Enfin, cela dit, on ne souhaite pas le divorce non plus à quiconque, mais peut-être l'invalidité ou l'incapacité encore moins. Dans ce cas-là, je peux, là encore, sans attendre 6 ans, mettre en location ce bien. Il y a aussi le chômage de longue durée. Si je suis au chômage depuis plus d'1 an, et que on se doute que ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes d'entretien du bien, peut-être de rentrée d'argent insuffisante, etc., je peux mettre en location, là encore. Et puis il y a un autre cas, c'est le départ imminent à la retraite. Oui, tout simplement parce que le départ imminent à la retraite peut me faire changer mes plans à ce moment-là. Je peux souhaiter mettre en location, et à ce moment-là, on me permettra de le faire. Alors, c'est intéressant, tout ça. Ça montre bien qu'il y a une souplesse. Alors, par contre, il y a un cas qui est exclu, évidemment. C'est le cas, en général, la plupart... je sais que quand on me pose la question, c'est souvent la question qu'on me pose. C'est un petit peu la mise en location de pure convenance. La mise en location parce qu'à un moment donné, je décide d'acheter un autre bien, je veux conserver celui-là dans mon patrimoine et puis je veux le mettre en location. Non, je ne peux pas le faire. Voilà, je ne peux pas le faire. Ou alors, si je le fais, je m'expose au risque que j'ai présenté au début. À chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, je suis tout sauf quelqu'un qui préconise des solutions qui sortent des clous de la réglementation ou de la loi. Donc, il ne faut pas trop compter sur moi là-dessus. Je mets en garde quand même. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, qu'on ne sait peut-être pas toujours non plus. Quand je décide quand j'ai une intention de louer mon bien immobilier, il faut que j'informe
ma banque de cette intention, puisque c'est elle qui a délivré le prêt, et donc il est normal que je l'en informe pour justement éviter la sanction éventuelle si je ne respecte pas ces conditions. Et là encore, moi, le conseil que je donne par rapport au prêt à taux zéro, si à un moment donné on a une interrogation de mettre en location le bien que j'ai acquis grâce au prêt à taux zéro, la meilleure chose, avant de prendre n'importe quelle décision, c'est de prendre attache avec son conseiller bancaire et de voir avec lui dans le détail si ma situation nouvelle, si l'évolution de ma situation me permettra à ce moment-là d'éviter une sanction possible. C'est la meilleure chose à faire, je crois. Bien. Cet épisode est terminé. Vous avez vu un épisode assez court, en fait, qui avait vraiment pour but de faire le point sur le prêt à taux zéro. Mais la problématique des prêts, elle n'est pas terminée. Voilà, elle est loin d'être terminée. Et je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit en introduction d'épisode, avec ma prochaine invitée qui sera Claudia Jambas, qui est courtier depuis bien longtemps. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a du recul à la fois sur son métier, sur la situation des taux aujourd'hui, etc. On ne parlera pas que de ça, mais on parlera notamment de la menace possible d'une hausse des taux qui pourrait intervenir et qui a peut-être commencé à intervenir, comme on l'a constaté, en cette fin de mois de mars, à voir si cette situation sera durable ou pas. Je vous dis à très très bientôt, et puis comme la météo est sous le signe du soleil pour le week-end qui vient et les jours qui viennent, je vous souhaite plein de bonnes choses, à très bientôt.